l'atelier 2 qui a pour thématique les opérations de réhabilitation, des leviers pour habiter la montagne autrement. Durant cet atelier, je vais demander à M. Raphaël Casseran, maire de Passy et vice-président de la communauté de communes, de venir nous rejoindre. Il n'est pas arrivé. Bon. Stéphane Desgeorges et Monique Maire, déjà je vais vous présenter. Voilà. Alors Monique Maire est élue également comme moi à l'ordre des architectes et nous sommes accompagnés avec Stéphane Desgeorges pour animer cet atelier. Stéphane Desgeorges, que beaucoup de maires et services instructeurs le connaissent, c'est le CIE 74. Voilà, il en est maintenant le directeur, hein, c'est ça. Voilà. Et puis Monique, ma conseillère, conseillère de donc je vais proposer à M. Sophie de nous rejoindre, président de la municipale, M. Hubert Didier Laurent, l'adjoint maire de Tigre, en charge de l'urbanisme, M. Kenny Farr, architecte public et je suis désolée, le maire de Passy a dit qu'il y aurait un peu de retard. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, c'est bien, parfait. Juste attendre. Monsieur Cascara. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro? Pardon, c'est mieux comme ça. Bien, alors, bonjour à toutes et tous. En tout cas, je suis très content qu'on se rencontre ici à Saint-Gervais. Pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est un bel endroit. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse, de temps en temps, passer un petit peu de temps à observer des choses qui fonctionnent, des choses qui marchent, parce que je crois qu'on passe trop de temps à regarder ce jardin et à devenir un peu dépressif. Donc, comme on a besoin de beaucoup d'optimisme en ce moment, je crois que voilà, prenons le temps aussi d'observer des situations qui fonctionnent et de ce point de vue-là, bon, le maire en a déjà parlé, Isabelle Dieu l'a évoqué tout à l'heure, on est sur un territoire qui a quand même su montrer, sur un temps un peu long, certes, une vingtaine d'années, qu'il est possible à un moment donné de changer de faciès. On est sur un atelier, cette fois-ci, qui va concerner les questions de réhabilitation comme potentiel levier d'une façon d'habiter la montagne autrement. Alors forcément, quand on parle de réhabilitation, on entend c'est un gros mot chez les architectes. C'était un truc fait pour les architectes du patrimoine, mais vieux con, quoi. Mais en fait, on se rassure, maintenant on s'est rendu compte que parler de patrimoine, parler d'héritage, faire avec les choses, eh bien, c'était être résilient. Donc maintenant, en fait, on est sur le sommet de la vague. Voilà. Donc on est passé de vieux con au sommet de la vague. Je dis on parce qu'en fait, je suis architecte du patrimoine, c'est pour ça que je me sentais concerné. Et puis, ben, Saint-Gervais, on le voit, et le maire le disait tout à l'heure, on est sur un territoire qui a accepté de faire avec les choses. Il n'y a pas eu une mutation, il n'y a pas eu un changement de ce qui était la commune, il y a eu la commune telle qu'elle était. Moi, la première fois que je suis venu travailler à Saint-Gervais, je me souviens très bien comment le maire m'a accueilli en disant ici c'est Saint-Gervais Mont-Blanc. Et de se rappeler, dans nos héritages, il y a le Mont-Blanc. Façon de se rappeler où on était. Façon aussi de se rappeler que le Saint-Gervais, c'est la commune la plus grande dénivelée de France, avec un point très bas qui est le Fayet, avec un point très haut qui est le Mont-Blanc, et puis ces étages intermédiaires sur lesquels on est installé. Et puis, c'est en sachant cultiver les héritages, et bien que peut-être il a pu effectivement faire de ce territoire un territoire qui aujourd'hui est relativement bien apprécié, sur lequel on a effectivement certainement un bon équilibre de vie entre des habitants permanents, des invités, des touristes, puis des résidents secondaires qui sont des invités un peu plus récurrents. Enfin, voilà, c'est pour ça que ce thème me paraissait assez intéressant. Saint-Gervais, pour les architectes en général, ça fait peur, parce qu'il est coutume de savoir que le maire est dur avec les architectes. Alors en fait, plutôt que dur avec les architectes, on pourrait se dire que le maire est exigeant avec les architectes, et peut-être que c'est pas inintéressant de le regarder comme ça, en se disant que c'est par ce genre d'exigence que ça nous oblige, professionnels de l'architecture, à renforcer notre responsabilité, à être encore plus professionnels, et certainement ça nous fait progresser. Et je pense qu'effectivement, sur le territoire du Mont-Blanc, eh bien, les architectes qui ont œuvré, en tout cas, notamment sur le territoire de Saint-Gervais, ont dû être un peu plus exigeants avec eux-mêmes. Et je crois que c'est bon pour nos professions aussi que de devoir regarder un peu plus haut. Voilà, j'en ai terminé avec cette longue introduction. Et je propose peut-être qu'on fasse un peu donc, le tour de nos invités. Ils ont déjà été présentés très rapidement juste avant.
Donc on a déjà pas mal laissé la parole aux donc là on va aller plutôt vers les spécialistes en premier lieu. Donc un premier spécialiste, Philippe de Brasseur, qui est donc président de Unilives. Philippe de Brasseur, on s'est rencontré il y a peu de temps finalement, au travers d'une rencontre assez informelle, mais il y a des fois des choses qui se passent, et ça crée des ondes, ça crée des échos, et on se dit tiens, voyons ce qu'il y a derrière cette onde. Et donc Philippe de Brasseur est créateur de Unilives et il propose finalement une nouvelle manière d'aborder la coopération. Il essaye de mettre en place, enfin il essaye, il réussit, de mettre en place des méthodes d'assistance à destination des élus pour les communes de montagne, en France et à l'étranger. Et donc voilà, je vous remercie Philippe de Brasseur de bien vouloir nous décrire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui et comment vous le faites. Bonjour, merci Monsieur Desgeorges, bonjour à tout le monde. Alors Unilives, c'est une entreprise unique, donc vous avez à la fois le balayeur et le dirigeant face à vous, et qui travaille pas seul évidemment, hein, je travaille beaucoup en groupement, que ce soit en France ou à l'étranger. Et pour ce qui concerne la rénovation des stations et plus largement le développement économique post-intensité touristique, nous avons constitué avec le groupe Patriarche, l'agence d'urbanisme Cogéam qui est installée dans les Pyrénées, un groupement. Et nous expérimentons à l'intérieur de ce groupement toute une série d'initiatives nouvelles pour accompagner les collectivités. Et on constitue une sorte de laboratoire dans lequel évoluent des architectes, des ingénieurs, des techniciens data, des économistes, toute une série de partenaires extérieurs, et nous combinons à l'intérieur de ce laboratoire un certain nombre d'idées pour faire aboutir de nouveaux outils et de nouvelles méthodes d'accompagnement des collectivités. Alors, en traitant bien sûr la question de l'immobilier de loisirs, mais pas uniquement de l'immobilier de loisirs, nous travaillons sur l'avenir de ce que doit être une destination de montagne face à des enjeux incontournables, des enjeux de transition qui sont posés. Il s'agit d'enjeux de climat, réglementaires, qui sont induits bien sûr par ces changements climatiques, des enjeux de ressources, des enjeux sociétaux. Donc on voit s'accumuler face à nous de nombreuses contraintes extérieures qui sont mal évaluées. Donc aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est nous mettons en œuvre une série d'outils de diagnostic qui nous permettent d'évaluer ce que sont les trajectoires futures, comment vont impacter les destinations, comment les destinations vont être impactées par ces enjeux extérieurs, comment les destinations sont-elles préparées pour gérer ces enjeux extérieurs, comment les acteurs, les protagonistes des stations ont pris en compte ces enjeux, je pense notamment les propriétaires, et comment peut-on monitorer cet écosystème pour le faire évoluer. Voilà. Donc je pourrais vous en parler un peu plus dans le détail, mais il faut savoir quand même que nous développons et autofinançons l'ensemble de ce travail. Je parle de centaines de milliers d'euros qui sont apportés par les collectivités, par les entreprises, au bénéfice de collectivités si nous arrivons au bout de ce travail. Donc il y a un peu de confidentialité dans ce que je pourrais dévoiler aujourd'hui, et je pourrais peut-être en parler ultérieurement après cette présentation si vous le souhaitez. En fait, on va quand même en savoir plus, on est comme ça. En tout cas, déjà pour revenir un petit peu dans le temps, depuis 1997, vous avez travaillé sur des programmes Auril, et on est tenté voilà, de vous interroger un peu sur votre expérience, parce que 1997 jusqu'à aujourd'hui, finalement, ça fait bientôt une trentaine d'années. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous rappeler ce que sont ces programmes, leurs objectifs et ce que vous en retirez comme expérience, et voir finalement peut-être en quoi ça peut être un levier par rapport à ce que vous déployez aujourd'hui. Alors, les Auril, à l'époque, effectivement, c'est en 1996-97 on avait lancé les premières opérations d'Auril à la Norme station en Maurienne. L'initiative a été prise par les stations, ça avait été porté à l'époque, la méthode avait été mise en place par la SADAC, qui était l'agence d'aide aux collectivités de la Savoie. Ça avait donné lieu ensuite à différentes expérimentations. L'État avait promu ces expérimentations sur une dizaine de sites en France, et je dois dire qu'à peu près
toutes les orines ont été des échecs. On a abouti, moi j'en ai subi de plein fouet un certain nombre. Alors je dis souvent, toutes les orines que j'ai faites ont toutes été des échecs, on en a tiré beaucoup d'expérience, mais ça nous a amené également beaucoup de déconvenues. Le législateur, à mon avis, a promulgué la loi trop tôt. Avant qu'on ait le retour définitif des expériences, la loi a été promulguée et on a fait ces expériences où c'est mis en œuvre sous la contrainte de la loi qui avait été mal comprise par les élus, qui n'était pas du tout intégrée par l'ensemble de l'écosystème. On n'a pas réussi à faire aboutir réellement ces orines. Le cadre réglementaire qui avait été calqué sur les résidences de tourisme, le cadre réglementaire avec le contrat de bail, était une contrainte exorbitante pour les propriétaires qui ne souhaitaient pas avoir l'obligation d'un bail. On a interrogé 4200 personnes, l'âge moyen du capitaine c'était à peu près 63 ans, ils étaient tous en transmission de patrimoine ou déjà en indivision. Un bail de 9 ans était rédhibitoire, d'autant que la sortie de bail était obligée bien sûr au paiement de l'indemnité de sortie au preneur à bail. Donc on a un système extrêmement lourd, extrêmement complexe qui n'a pas abouti. L'animation qui était la clé du dispositif en définitive, puisque le protagoniste principal c'est quand même le propriétaire, c'est lui qui décide ou non de rénover. Le dispositif d'animation n'était pas forcément central et c'est peut-être un défaut majeur de l'époque. Et puis, à cette époque-là, les collectivités n'avaient pas forcément mis tous les moyens nécessaires pour engager la rénovation urbaine qui avait un effet levier significatif sur la transformation de la station. Alors, elle ne l'avait pas fait pas parce qu'elle ne voulait pas le faire, parce que un travail de ce type-là, ça suppose quand même qu'on ait en amont réfléchi à ce que doit être la trajectoire future de la station, qu'on ait des outils réglementaires qui le permettent, qu'il y ait tout un travail de définition de ce que l'on doit faire, des moyens financiers qui sont consacrés, une planification, peut-être des maîtrises foncières, etc. Donc l'ensemble de ces éléments-là n'étaient pas encore acquis, n'avaient pas été intégrés par les collectivités. Donc le dispositif ORIL, fondamentalement, était intéressant. L'échec qui a un peu tué l'idée était intéressante, mais ce qui a tué l'idée, c'était cette carence, en fait, de préparation. Alors, aujourd'hui, on a une maturité nouvelle, évidemment, parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas si beaucoup dans la salle se souviennent de la maturité des collectivités en 1995-2000 sur la question de l'ORIL. On était encore dans un trend de croissance très important, avec des flux touristiques qui ne cessaient de croître. Cette question, en fait, se posait beaucoup moins. Aujourd'hui, il y a une forme de précarité qui s'est installée, précarité non pas de flux, parce que nous avons sur des flux entrants qui sont très importants, mais une précarité de l'immobilier. Et on voit que le vieillissement de l'immobilier impacte durablement l'image de la station. Et ce vieillissement, nous étions il y a quelques jours dans une destination de littoral qui rencontre à peu près les mêmes problèmes que nous, en montagne, et les directeurs d'office du tourisme, les directeurs généraux du service, ils disaient en gros, effectivement c'est important qu'on accueille des clients, mais la dégradation progressive de l'immobilier va impacter durablement la destination. Et atteindre un niveau de dégradation trop important rendrait irréversible la capacité de transformation de l'image. Donc ça, c'est un point important qu'on doit tous avoir à l'esprit, c'est-à-dire que, je sais que tout le monde partage peut-être pas cette idée dans la salle, mais le tourisme, c'est une activité d'importation de clientèle. On importe des clients d'ailleurs et on les héberge chez nous. C'est ce qui crée le flux. La filière de production, c'est la filière immobilière. S'il n'y a pas de filière de production immobilière disponible, on n'a pas de flux entrant. S'il n'y a pas de flux entrant, il n'y a pas d'économie. Et donc, il faut bien avoir cette idée en tête. Quand on fabrique des crayons, on les exporte. Quand on fabrique du tourisme, on importe de la clientèle. Donc ça questionne bien sûr l'immobilité, ça questionne la disponibilité de la filière d'hébergement. Et la filière d'hébergement, si elle n'est pas requalifiée, on paupérise effectivement la destination.
Donc vous voyez que la question de l'immobilier de loisirs, c'est pas simplement la rénovation de l'appartement, c'est aussi la rénovation de la destination. Bien, merci. Je pense qu'on pourra peut-être revenir vers vous tout à l'heure. On va peut-être passer à un autre intervenant. J'avais juste une question peut-être pour les néophytes. Moi, je ne connaissais pas le dispositif ORI. Est-ce que vous pouvez nous dire juste ce que ça veut dire et par qui ça a été instauré? ORI, c'est Opération de rénovation de l'immobilier de loisirs. Le décret d'application, je crois, a été pris par le gouvernement Raffarin en 2004. Et l'objectif, enfin, le dispositif ORI a été inscrit dans la loi SRU. Il consistait à identifier un périmètre dans une station où l'on pouvait réhabiliter un nombre suffisant d'appartements pour constituer en quelque sorte une résidence de tourisme éclatée. Cette résidence de tourisme éclatée était satisfaire à 4 besoins, 4 services plutôt, identiques à ceux des résidences de tourisme, et elle bénéficiait également de la récupération de la fiscalité sur les travaux, et on pouvait faire du déficit foncier également sur les locations. Voilà. Donc on avait en gros calqué le dispositif des résidences de tourisme, et on l'avait adapté sur un périmètre qui était limité. Je crois que de mémoire, on était sur un périmètre de 200 mètres, où on devait retrouver ces différents appartements rénovés avec une réception centrale qui fournissait les services de linge et de petit déjeuner. Donc TIN à l'époque l'avait initié, ils avaient créé donc TIN Développement. À l'époque, Bernard Raymond avait modifié complètement l'organisation de la station, changeant bien sûr l'office du tourisme. TIN Développement était une société d'économie mixte et une branche d'activité de la société d'économie mixte était de mener ces opérations d'ORI. Malheureusement, le législateur n'a pas validé le dispositif qui avait été mis en place à Tignes, et je pense qu'à cette époque-là, ils avaient été à plusieurs reprises, y compris, je crois, jusqu'en cassation, pour pouvoir récupérer le bénéfice fiscal, mais ça n'avait pas été obtenu. Donc ça n'a pas été un succès extraordinaire, cette ORI, à l'époque. Juste peut-être, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vachement bien de parler des trucs qui ne marchent pas aussi. C'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir parce que c'est aussi là que sont peut-être nos marges de progrès. On est dans un lieu qui a marché, on va essayer de comprendre pourquoi, mais c'est vrai que nous actuellement, on essaie de travailler aussi sur la question de la longue vue. Enfin, encore, on a Saint-Germain rappelé tout à l'heure, je pense que si on n'a pas un peu une vision, si on n'a pas une intention un peu lointaine, qui dépasse ce qui est un PLU, ce qui est un mandat, etc., sinon on ne s'en sort pas. Si on n'a pas une vision qui se dessine, on est un peu handicapé pour progresser. Et pour avoir cette vision, il faut effectivement capitaliser l'expérience, mais y compris celles qui ont échoué. Parce que 20 ans après, on se dit tout a bien marché. Bon, les seuls trucs qui n'ont pas marché, mais on l'a oublié. Mais c'est bien aussi de savoir qu'il y a des expériences qu'on a tentées, elles ont échoué, et si on comprend pourquoi, et voyons comment après on peut être en progrès sur la suite du parcours. Vous m'avez. J'ai loupé la transition parce que vous aviez parlé de TIN et j'avais passé la parole à M. Didier Laurent, qui est adjoint au maire de TIN depuis 2019, si j'ai bien compris, c'est ça, depuis 2020. Et donc, vous avez une politique, donc Caroline Métiffet nous en a parlé tout à l'heure, mais vous avez une politique assez ambitieuse et assez, je veux dire, contraignante, avec une OAP que vous avez développée sur le PLU. Et j'aurais voulu que vous nous parliez de ces objectifs et de cette ambition pour les opérations de réhabilitation essentiellement, puisqu'on est là pour en parler. Voilà. Merci, bonjour à tous. Alors, je n'ai pas l'expérience en tant qu'élu que le maire de Saint-Germain qui est passé avant. Moi, c'est mon premier mandat depuis juin 2020, donc 3 ans, ça fait peu. Mais effectivement, la volonté politique, je crois qu'effectivement, au niveau de l'équipe, on l'a marqué très tôt, déjà dans notre campagne. On avait quand même un slogan qui était d'arriver à la maîtrise du développement touristique. Alors, parler de Satine, maîtrise du développement touristique, ouais, parce que vous avez construit pendant des années, on verra bien. Mais et ça induit beaucoup de choses dès qu'on dit ça. Et effectivement, on récupérait, si je puis dire, donc à partir de juin 2020, un nouveau PLU, puisqu'il avait été voté en septembre 2019,
qui est un PLU ambitieux, qui avait été qualifié d'ambitieux et qui a été lourd à sortir. Hein, et je dirais la municipalité précédente a eu l'honnêteté de mettre des éléments importants. Alors, quand on parlait de l'OAP qui s'appelle l'OAP Renouvellement Architectural et Énergétique, les grands axes, quels étaient-ils? Il y avait préparé un nouvel élan pour TIM 2050, donc voilà, hein, c'était quand même déjà un objectif rien dans lui-même, avec un élan architectural, avec lutter contre le réchauffement climatique, et j'aurais tendance à dire que depuis, même si ça date d'il y a 4 ans, ça s'est beaucoup plus accentué et notre droit d'agir est obligatoire. Le deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, bien vivre à Tignes, c'est-à-dire les habitants, 2100 habitants à Tignes, on ne veut pas les perdre. Or, effectivement, c'est très difficile de les conserver à cause de la pression foncière que l'on peut avoir. Donc, c'était mettre en avant la réhabilitation du parc de logement, c'était tout ça. Et le troisième axe, c'était préserver le patrimoine naturel et humain. Et le patrimoine naturel, effectivement, c'est pas pour rien, Tignes, stade naturel, et c'est la première chose à défendre. Et encore, le 3 mai, on va faire une réunion publique sur l'avenir de notre glacier, qui effectivement, chaque jour, prend cher. Donc ça, c'était les grands éléments, et qui se déclinaient avec des orientations. Alors, la préservation des caractéristiques architecturales, on en parlait tout à l'heure avec Kémy à la voiture, c'est vrai que les arcs Charlotte-Perriand, sont plus faciles à défendre que nous, Tignes, même s'il y a eu de grands architectes qui ont travaillé. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a, dans le cadre de ces études-là, il y avait eu 13 typologies, 13 types de bâtiments. Alors, on a des hameaux anciens, on a des villages, on a effectivement les grands ensembles des années de la création, 56-70, ce qui est venu après le néo-régionalisme avec les chats des montagnes, Pierre Boileau, son 18 ans. Donc, 13 typologies définies. Donc ça, c'était important, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Après, la rénovation énergétique des constructions existantes. Je pense que c'est là le plus grand pas qui a été fait, avec un certain nombre de choses qui, notamment pour les constructions neuves ou les extensions importantes, aux alentours de plus de 30%, obligent à passer à de l'énergie renouvelable, 80% d'énergie renouvelable, et du solaire, de manière volontariste. Alors les 80% d'énergie renouvelable, depuis que ça a été passé, ce PLU, ce qu'on nous présente, c'est vrai qu'on retombe assez souvent sur la biomasse, le bois. Et on nous dit, bah, vous mettez toujours des camions, c'est pas des camions de fioul, c'est des camions de bois. Bon, jusqu'à preuve du contraire, quand on regarde les bilans, il vaut mieux quand même effectivement brûler du bois que du fioul. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais on voit qu'effectivement, la notion d'énergie renouvelable, le solaire, c'est une chose. Maintenant, il y a un cadastre solaire en haut de parenthèse, et j'espère que ça va encore booster tout ça. Mais on voit qu'effectivement, c'est difficile d'aller plus loin. Mais c'est quand même volontariste, et on l'applique. C'est 80% d'énergie renouvelable. Voilà. D'autre part, dès qu'il y a 1 mètre carré d'extension qui est fait, vous avez l'obligation de rénover globalement, énergétiquement, le bâtiment en question. Voilà. Et vous n'avez pas le droit à 2 extensions. Vous en faites une, vous n'en faites pas 2. Donc réfléchissez bien. Donc ça, c'est important. Et c'était novateur. Par contre, après 2 ans de pratique, parce qu'il faut au moins 2 ans pour pratiquer tout ça, et notamment on a un fonctionnement, on a un comité d'urbanisme qui voit les projets avant toute dépose de permis de construire. Et on est face à des opérateurs, je vais les appeler comme ça en général, et les architectes en font partie, puisque c'est eux qu'on a en face de nous, qui perçoivent des failles. Entre l'esprit du PLU et sa réalité, on a mis 2 ans à atterrir, mais on s'est dit là, ça ne suffit pas. Voilà. Et donc, la modif de PLU qu'a évoqué Caroline tout à l'heure, elle consiste à redurcir certaines règles. Alors, redurcir des règles qui touchent à la réhabilitation, on dit, bah ouais, vous cassez toute la dynamique et tout. On a 3 aspects à gérer. Il faut réhabiliter, il ne faut pas développer des lits touristiques à outrance, parce qu'on en a déjà 27 000, 3 000 ou 4 000 en portefeuille, donc on ne peut plus se permettre d'en développer. Et après, il faut préserver l'aspect architectural. Eh bien, cet équilibre qu'on a essayé de maintenir pendant 2 ans en négociant, en discutant avec les architectes, avec des maîtres d'œuvre et tout,
ne nous a pas paru suffisant pour résister, d'où la modif de PLU. Voilà. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Mais par rapport à notre OAP, c'est bien la base de ce que l'on a construit au départ. Quel est le pourcentage de projets en réhabilitation par rapport aux projets neufs? Vous avez mis? Non, je dirais, Kenny parlera de projet neuf qu'il a mené, je dirais aujourd'hui, quand on regarde, il était trop facile, et tous les projets qui se sont faits les dernières années, c'était beaucoup plus facile de démolir et de reconstruire, parce que les règles qui avaient été mises en place, c'était à certains endroits, on abandonne les prospects, on monte beaucoup plus haut. Donc vous imaginez bien qu'effectivement, et dans une période où il y a la transmission patrimoniale, on est à la 3e génération. C'est-à-dire ceux qui ont construit la station de Tignes, aujourd'hui ils vendent. Ils ont vendu leurs établissements, qui arrivent en fin de vie, etc. Donc c'était beaucoup plus facile de réfléchir en disant je vais réhabiliter l'établissement. Non, je rase, je fais beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus haut. Et donc effectivement, j'y vais. Ça, c'est une limite. On perd les vues. On a des bâtiments beaucoup plus grands, avec des lits touristiques en plus grand nombre et tout. Donc voilà, alors, il y avait un besoin de monter en gamme, mais je pense qu'aujourd'hui, ça y est, ça c'est fini, et on resserre la vis. Et quand on a abordé au début, notre maire nous a dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, 3 mètres de moins partout à Tignes. Bon, allez, crac. Ouais. Bah, c'est ce qu'on est en maintenant. Et quand on a eu une réunion publication, on dit, vous m'assurez qu'effectivement, il n'y aura pas de bâtiment plus haut que ce qui était autorisé. Non, il n'y en aura pas. Tout va être à la baisse, au pire égal pour les bâtiments les plus bas. Et on s'aperçoit quand même qu'effectivement, la notion de... Alors, pour revenir à la réhabilitation par rapport au projet neuf, donc les projets neufs, ils vont baisser. Ils vont baisser, on arrive au bout, il y en a encore dans les tuyaux, mais ça va baisser. D'où la modif de PLU qui va contraindre tout le monde à réfléchir réhabilitation. Beaucoup plus. Arrêtons de démolir pour reconstruire, regardez, effectivement, si on ne peut pas faire évoluer. Alors certains architectes, hein, ça c'est clair, hein, sont venus voir, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus coûteux et tout. Bon. Si vous n'avez pas la possibilité de faire autrement avec les promoteurs, il faudra bien développer ce genre de choses. Et en termes de réhabilitation, là, moi j'ai en portefeuille sur des copropriétés une dizaine de copropriétés. Ça peut paraître peu, mais il y en a une dizaine qui, effectivement, entament la démarche. Voilà. Et c'est vraiment une démarche que nous, on appuie, puisqu'on va même dans les AG Copro depuis le mois de décembre pour porter la bonne parole et leur dire le chemin à prendre pour arriver au bout. Je vous remercie. J'allais vous poser la question sur les copropriétés, vous venez de répondre en partie. Voilà. Donc j'en profite pour passer la parole à Kenny Falk, qui est architecte à Tignes. Donc vous êtes un jeune architecte qui avait étudié à l'école de Grenoble. Vous avez travaillé dans des agences à Lyon et à Grenoble pendant quelques années. Et là, vous avez décidé de vous installer dans votre territoire d'origine, puisque vous êtes originaire de Tignes, si j'ai bien compris, avec votre compagne et associé. Vous avez une petite agence, on va dire. Et vous avez travaillé principalement sur le territoire de Haute-Tarentaise, sur des programmes de construction, de rénovation, d'extension. Je crois que vous avez fait passer un support, on peut passer le support photo pour alimenter un petit peu votre discours. Donc je voulais savoir, dans votre parcours, comment vous abordez les opérations de ce que M. Didier-Laurent de nous expliquer, comment vous abordez la construction et la rénovation-extension sur ce territoire un peu particulier de Tignes. Bonjour à tous. Oui, je vais vous parler plus précisément d'architecture et notamment sur le territoire de Tignes. Quand on parle de réhabilitation, forcément on parle de tout ce qui existe. Tignes, c'est un cas, je pense, qui montre bien une des particularités des stations de toute troisième génération, c'est-à-dire des territoires qui, il y a quelques décennies, étaient complètement vierges. On se retrouvait avec quelques chalets d'alpage en refuge, et en 60 ans, on se retrouve avec des villes de montagne, on peut les appeler comme ça, avec des bâtiments. Donc ça, c'est typique de ce qui a été fait pendant le plan neige des années 60 à Tignes, des grands ensembles qui sont souvent critiqués pour leur architecture, qui cependant, selon moi, avec un avis d'architecte, ont quand même des qualités. Pas toutes, mais en tout cas, on retrouve forcément des implantations sur le territoire qui sont souvent judicieuses. Les architectes de l'époque avaient quand même un terrain vierge qui pouvait
choisir les terrains les plus judicieux, et puis une certaine densité d'architecture, qui aujourd'hui encore reste une qualité. Quand on est dans des territoires avec peu de foncier, être dense, ça reste un atout. Ça permet aussi de mettre en valeur l'atout principal du territoire, à savoir le paysage. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine défiance vis-à-vis de ce type d'architecture qu'il faut réussir à défendre et aussi on doit avoir d'autres slides. Donc ça, c'est clairement la problématique à laquelle on fait face en tant qu'architecte de municipalité. Alors, sur l'image précédente, si vous pouvez revenir, on voit bien le contraste en fait, entre ce qui a pu se créer dans les années 60-70 et ensuite ce qui est arrivé un peu plus tard, l'architecture qui pourrait être qualifiée de néo-régionale ou pastiche. En fait, on se retrouve aujourd'hui dans une station comme Tignes avec des quartiers comme ici à Carré, où on voit des bâtiments d'origine en toiture plate, qui se juxtaposent avec des bâtiments toujours aussi gros, mais avec des toits de pan, des piles, des pierres, et on fait face vraiment à des confrontations qui peuvent être parfois assez étonnantes. Il y a eu des rénovations qui ont pu se faire aussi dans les dernières années, notamment ce que vous voyez en bas à droite, une rénovation d'une résidence avec une rénovation énergétique, un changement des façades, sur laquelle du bois, de la terre ont été ajoutés pour améliorer l'esthétique de la résidence. Mais on voit des choses, des bizarreries architecturales, comme les petits toits de pan que vous voyez ici. On le voit sur la droite, en fait, qui sont uniquement des décors qui n'ont absolument aucun intérêt, à part peut-être un peu plus d'argent en copropriété, mais avec des choses étonnantes, et on se retrouve aujourd'hui avec des confrontations comme ça, de style, notamment parce que l'imaginaire de la montagne, même si à Tignes il n'y a pas beaucoup d'arbres, pas beaucoup de bois, on retrouve effectivement un imaginaire de la montagne et du château. Donc ça fait partie des difficultés en tant qu'architecte de municipalité, de trouver un fil conducteur dans les projets pour pouvoir avancer dans une direction qui ne s'éparpille pas trop. Et puis, on a une dernière image de projets plus récents qui, eux, sont une bonne illustration de projets qui ont été notamment poussés par la municipalité sur des projets très contemporains ou signatures qui montrent à la fois une certaine hétérogénéité dans les quartiers, il y a des différences, et aussi une notion de taille et de programme, où on voit qu'on a tout de suite sur des projets qui utilisent le foncier avec des bâtiments qui sont tout de suite très gros. Dans les deux cas, il y a un bâtiment existant qui a été rasé, et on se retrouve avec des projets qui exploitent au maximum du foncier. Donc ça, c'est un peu la situation actuelle, où en tant qu'architecte, il est assez difficile de pouvoir justifier certaines directions architecturales. On est dans quelque chose aussi divers. Mais on essaye quand même de trouver des solutions. Nous, on a travaillé sur une surélévation. C'est un des points du PLU qui a été mis en place en 2019 qui permet notamment de s'affranchir des règles de prospect. Les règles urbanistes sur certaines parcelles sont modifiées pour autoriser une surélévation. Ce qui a le gros avantage de permettre aux copropriétaires de monter en finance pour faciliter leur rénovation énergétique. Donc, une fois qu'on a ces solutions-là, au niveau du PLU, les promoteurs, c'est le cas de ce projet-là, ici c'est un promoteur qui vient taper la copropriété pour acheter les droits à construire et proposer une surélévation avec un programme qui lui correspond. Dans ce cas particulier de Tignes, on a essayé de s'implanter dans une continuité architecturale de ce qui a été fait dans le quartier à l'origine, avec un quartier où on a clairement des tours qui sont souvent sur une base pierre, enduite et un couronnement métallique. L'idée a été de conserver cet esprit en offrant tout de même une volumétrie qui nous semble contemporaine, avec une limite qui est celle de ce type de surélévation, qui est le coût de construction. On est sur des coûts de construction assez élevés. Qui dit coût de construction assez élevé, dit forcément coût de revente mais aussi, et donc forcément on reste dans de l'habitat touristique conventionné, peut-être que Hubert pourra en parler plus, c'est peut-être une des solutions,
mais on est sur des solutions qui facilitent clairement les rénovations des bâtiments, mais qui créent des mètres carrés qui sont aujourd'hui tout de même à destination touristique et à des coûts de revente qui restent malheureusement inaccessibles. Donc ça reste des opérations touristiques, mais qui ont le mérite de préserver le foncier de la station et de rénover ce qui existe déjà. Je pense que c'est une des orientations où on le voit en tant qu'architecte aujourd'hui. On travaille, on ne fait pas de gros projets type de même ou de gros hôtels, mais on est à 95% de la rénovation extension. On travaille sur l'existant et je suis persuadé que l'avenir des stations est dans voilà. C'est une bonne solution que d'avoir des PLU qui permettent ce genre de propositions, avec bien sûr une complexité, c'est que chaque bâtiment est bien différent, et ce type d'opération n'est pas du tout applicable à tous les bâtiments. En complément de ce que dit Kenny, cet exemple-là, vous voyez la taille du bâtiment, c'est tout à fait réaliste. Alors au-dessus, effectivement, on a conventionné, maintenant on est passé à 25 ans pour la convention, et on est en meublé de tourisme classé minimum 3 étoiles, parce que ce sont peu de lits. Par contre, effectivement, on est confronté à des opérateurs qui viennent et qui vous scannent toute la station, et qui, sur des bâtiments très grands, proposent un niveau, 2 niveaux. Et quand on vient de voir, on se dit c'est pas possible, c'est pas réaliste, c'est pas possible, vous n'allez pas faire 2 niveaux de plus sur un bâtiment qui en fait 3. Je dis, est-ce que le bâtiment va tenir ou pas? C'est nous-mêmes qui nous posons des questions. Et on se trouve confronté, effectivement, avec la destination des lits en question. C'est-à-dire que lorsque vous faites 1000 m² d'expansion, on ne peut pas laisser partir ça en résidence secondaire. Donc on essaye d'orienter ça vers la résidence de tourisme. Mais bien sûr, résidence de tourisme, ça veut dire des espaces communs, etc. Et donc, on a été obligé, on a négocié en permanence, on négocie en permanence. Alors, il y en a qui nous écoutent, il y en a qui nous écoutent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les surélévations sur des grandes copropriétés, c'est quelque chose qui ne va pas aller très loin. Je pense qu'effectivement, quand je vois tous les projets qu'on a en portefeuille, les gens vont revenir à la réalité, dire bon, monter plus haut, ça paraît pas réaliste, et on va rester dans notre enveloppe et rénover énergétiquement. Voilà. Donc je dirais cette notion de surélévation-extension, je pense qu'elle s'applique bien aux exemples qu'a présenté Kenny, mais beaucoup moins dès qu'effectivement on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Voilà. Pour les problèmes de destination, plus sans doute aussi. Si je peux ajouter, je sais, en dehors des surélévations, il y a aussi la notion qui est dans le PLU de fermeture de balcon. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de balcons qui servent plus de stockage, notamment en hiver. Et la fermeture de balcon peut être une des solutions. Alors, pareil, c'est cas par cas sur chaque copropriété, mais il y a des solutions qui permettent de rénover énergétiquement ces copropriétés en fermeture de balcon. Ce qui n'a pas encore été fait sur le community, mais il y a des projets en cours. Un projet en cours, par contre, il y a aussi aspect architectural. Le PLU n'autorise que la fermeture des balcons sur une façade complète. Et quand on vient vous voir et qu'effectivement c'est un puzzle et que ça a été vendu aux copropriétaires, c'est là que les ennuis commencent. Mais, comme disait M. le maire de Saint-Gervais tout à l'heure, on ne fait pas des heureux, on tient la position. Bon, en tout cas, je connais ce témoignage parce que vous avez quand même abordé une notion qui me semble-t-il est importante et qui concerne les architectes, puisque c'est un colloque réalisé par l'Ordre régional des architectes. Voilà, c'est bien aussi vous interroger sur nos métiers. Vous avez parlé de l'inventaire. C'est vrai que je crois qu'on ne peut plus raisonner projet tant qu'on n'a pas d'abord fait un inventaire un peu sérieux de nos héritages. En qualité, en non-qualité, en tout cas, il faut savoir ce qu'on a dans le portefeuille. Si on n'a pas une lecture très claire de ce qu'on a dans le portefeuille, on n'est pas bien. De la même manière, en matière d'architecture, on voit à quel point il est intéressant de se repréoccuper de la compétence que nous autres architectes avons en matière de reconnaissance des architectures. Mais pas que de la grande architecture, des architectures ordinaires, des architectures simples, des architectures parfois qui peuvent sembler plus banales ou plus austères, mais qui n'empêchent en égalité. Et c'est quelque chose, je pense, encore de nouveau pour les architectes, de se préoccuper de cette reconnaissance des architectures et de cet inventaire. Cet inventaire permet de classer par typologie, il permet de classer les capacités, les compétences que peuvent avoir les bâtis. Vous évoquiez les surélévations, ici c'est possible, ailleurs peut-être pas. Là aussi, la logique d'inventaire permet de sélectionner ce qui a du sens à être surélevé éventuellement, ce qui n'en a pas.
et de voir comment s'oriente une politique de projet, y compris pour les architectes dessus. Moi, je pense qu'il y a un vrai rôle pour les architectes à être extrêmement compétents sur cette manière de contribuer aux inventaires des constructions en montagne. Quand je dis construction, je prends tout. Je peux prendre n'importe quelle construction et être capable de la classifier, de lui donner une qualité, de lui donner une reconnaissance pour savoir si effectivement on est apte à la conserver, à ne pas trop la perturber, parce que parfois il y a des bâtiments, enfin, des bâtiments qu'on a des qualités en réalité, et qu'on n'est pas obligé de grimer systématiquement pour les transformer. On peut aussi leur foutre la paix, juste en répondant aux besoins d'adaptation. Et plus on parle d'inventaire, ça me permet de passer la parole donc, à Raphaël Castera, donc maire de Passy, qui se donne la petite commune du Pays du Mont-Blanc. Et on peut dire qu'en matière d'inventaire, vous êtes quand même servi. Vous avez des héritages quand même assez impressionnants, et justement, on voulait un peu nous interroger sur ce que ça suppose pour un maire comme vous, voilà, qui est arrivé finalement aux fonctions de se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet inventaire, de cet héritage, et comment on s'en saisit. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, bon, la commune de Passy, pour ceux qui ne connaissent pas, est juste sur le coteau d'en face, côté sud du Pays du Mont-Blanc, et nous on a un patrimoine architectural assez extraordinaire. Alors c'est pas de la fausse modestie, mais la commune est occupée par une grande multitude de bâtiments qui ont été faits par les plus grands architectes des années 20 des années 1930, et notamment les fameux sanatoriums. Ces grands paquebots que l'on voit perdus dans la forêt. Voilà, je vous ai mis quelques exemples. Et puis, ils ont une vie. Donc, ces bâtiments ont été créés pour le premier en 1924, c'est celui de droite. Premier sanatorium, en fait, la Fondation Rockefeller cherchait des sites dans les Alpes pour soigner les malades de la tuberculose. Tuberculose, c'était plus de 100 000 morts par an à l'époque, une maladie extrêmement contagieuse, et jusqu'à ce qu'on trouve les médicaments et le vaccin, parce que c'est le vaccin qui a permis de mettre fin à la tuberculose, j'ai bien rappelé après le Covid, et ben, on avait besoin d'accueillir les habitants, les familles, les enfants. Il y avait des sanatoriums qui étaient spécialisés, dédiés uniquement aux enfants. Donc on a sur Passy, le maire de l'époque, Théophile Vallet, a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et il a accueilli la Fondation Rockefeller et négocié les premiers terrains. Donc en 1924, Pracoutan a été érigé en 2 ans. Et en un peu plus de 10 ans, il y a plus de 2000 lits médicaux qui ont été créés sur le site de Passy, sur la partie haute, qui ne s'appelait pas encore le plateau d'Assy, mais qui s'appelait Assy d'en haut, Assy d'en bas. Donc ça a été un peu dénomination touristique, le plateau d'Assy, qui est arrivé en même temps, c'est sanatorium, donc 2000 lits médicaux avec toutes les professions et tous les métiers et l'hébergement qui allait autour. Donc ça a créé un véritable écosystème, et une deuxième révolution économique pour la commune, qui en avait connu une première, qui était l'exploitation de la houille blanche, avec la création de l'usine de Chelles en 1896, qui a attiré beaucoup de monde pour le travail. Et donc c'était une deuxième révolution économique et qui apportait la modernité. Aujourd'hui, on voit ça de notre œil 2023, mais ces bâtiments-là, c'était le top de la modernité à l'époque, en termes d'usage. Alors, Pracoutan était un bâtiment sur un premier modèle où les malades étaient traités dans des résidences autonomes qui sont à l'arrière. Il y en avait 13. Tandis que les autres sanatoriums ont été sur le modèle intégré, c'est-à-dire que tout se passait dans le sanatorium, hébergement, chirurgie et traitement. Donc aujourd'hui, ces bâtiments ont eu une première vie médicale. Il y en a une deuxième pour la majorité d'entre eux avec la fin de la tuberculose et une reconversion progressive vers les maladies, le traitement en fin de vie, les cancers, le sida, début des années 80, milieu des années 80, notamment pour Pracoutan. Et puis désormais, la fondation qui en gère une bonne partie, ou les groupes privés comme Corian ou Orpea, ont décidé de délocaliser ces bâtiments. Donc aujourd'hui, ces bâtiments, c'est un patrimoine certes, mais ce sont des friches, à l'heure actuelle, de réelles friches économiques. Je vous parle donc, la dernière a fermé il y a 2 ans, 170 emplois quand même qui sont partis, donc c'est Sensemo, on verra peut-être un peu plus loin, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est en termes à la fois de patrimoine, d'architecture, mais aussi d'aménagement du territoire. Donc nous, la volonté que l'on a avec l'équipe avec laquelle j'ai été élu en 2020, c'est de transformer ces lits médicaux et d'apporter une 3e vie à ces lits, donc c'est plutôt une vision touristique. Comme il a été dit par mon collègue, nous ne souhaitons pas des lits froids. Quand on dit ça,
Que fait-on derrière? C'est pas évident. Aujourd'hui, le droit français ne nous autorise pas à flécher les vies dans les PLU en disant bah, voilà, ça c'est la résidence secondaire. Il y a eu des essais, encore il n'y a pas très longtemps, mais c'est immédiatement retoqué au niveau du législateur. Donc c'est une vraie problématique. Donc la seule manière que l'on puisse adopter, nous, bah, c'est d'accompagner les porteurs de projets, de partager la vision avec eux de ce que l'on veut. Et c'est un travail qu'on a l'obligation, mais aussi la bonne volonté, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais de faire avec les services de l'État. Parce qu'on en a, alors celui de gauche, Martel de Janville, qui était un sanatorium, c'est le dernier qui a été construit, qui est de 1935, je ne sais plus exactement, je vais faire ronder par mon adjointe à la culture, en tout cas c'est l'année qui a été construit, qui était réservé aux militaires, et celui-ci a été réhabilité, rénové en 135 logements, avec la Fondation Architecture et Patrimoine, la mémoire, de défiscalisation pour du logement. Bon, c'est une opération qui a été très dure à sortir, qui a été longue. Je pense que le modèle économique ne tenait pas. Vous êtes au milieu de la forêt, il n'y a pas de service directement à la proximité. Les entreprises qui ont été choisies n'ont pas toujours été de très grande qualité. Je vois que le directeur du CEF et l'amour, on partage à peu près le même avis, même si je n'ai pas son expertise. Voilà, quelques années après, il faut refaire les peintures extérieures, par exemple, et ça n'a pas été forcément très bien réalisé. Ils sont là. Nous, ce que l'on souhaite en termes de reconversion par rapport à tous ces bâtiments, c'est qu'on ne se pas avoir de résidence secondaire en permanence. Avec les services, on a préparé la petite présentation. Vous voyez, pour vous donner une petite jauge, juste la diapo d'avant, s'il vous plaît. Celle d'avant, voilà. Donc le bâtiment là, il n'y a qu'une droite, le Mont Blanc, qui est en phase de réhabilitation. C'est une centaine de logements à terme. Donc vous verrez juste après, la commune de Passy, c'est 11 600 habitants, 5 700 logements, il y a 52% de collectifs. On a 12% de résidences secondaires, mais qui se rassure, on appliquera la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On se fera un plaisir de le faire. En termes de recettes fiscales, c'est quand même pas négligeable pour la collectivité. Et on a 14% de logements sociaux. Alors on n'est pas soumis à la règle du SRF, on n'a pas de bon périmètre. En tout cas, dans notre PLU, on impose 25% de logements pour toute création. Voilà. Si on peut revenir sur la diapo précédente, donc ces bâtiments-là, ils n'appartiennent pas à la commune. Donc, encore une fois, je le répète, la commune a un rôle de médiation entre le propriétaire, le futur acquéreur et les services de l'État. C'est un couple à trois. Donc Martel de Janville est classé monument historique. On a l'église du plateau d'Assy qui est le joyau de l'art contemporain qui a été décoré par les plus grands artistes d'après-guerre. Matisse, Ursa, Jean de Chagall, j'en passe, c'est des meilleurs. Fernand Léger pour la façade. Donc il y a bien entendu un périmètre de protection autour de cette église qui est 500 mètres, et à côté, 500 mètres, on a le fameux bâtiment de Sansé-Mose, qui est un peu plus loin, qui est le dernier qui a fermé, où il était sur la première diapo, sur la première diapo, s'il vous plaît. Voilà. C'est celui de gauche. Alors là, on parlait de hauteur tout à l'heure, là c'est assez monumental. Alors aujourd'hui, on a une vision peut-être un peu une vision du présent, mais moi je me remets toujours quand on les fait visiter, ces bâtiments, pour les vendre. Donc on est en train d'aboutir notamment pour celui-là. Je me remets toujours dans le contexte de l'époque, avec la technologie de l'époque, les conditions climatiques de l'époque. Vous en parlez tout à l'heure, là il y avait des vrais défis techniques mais architecturaux. Alors j'ai répondu tout à l'heure en disant c'est pas notre problème quand vous évoquez les problèmes de PLU avec les porteurs de projets. Oui, la collectivité elle est là pour imposer des règles, il est bien de pouvoir entendre ceux qui nous étaient en face. Le porteur de projet, c'est son travail, et les archis aussi, en termes de défis, de faire le nécessaire pour respecter la volonté quand même politique et de la population. Il faut le rappeler, c'est la démocratie quand même, qui ont été notamment les élus et les documents d'urbanisme qui traduisent la volonté politique des élus. Alors, c'est facile de dire ça comme ça. On le fait tous. Donc, il y a des adaptations, on a des dérogations, on discute, mais c'est une négociation, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Mais si on veut s'assurer de la pérennité des rénovations, parce que c'est quand même le sujet, et de l'intégration, notamment au niveau de l'Europe urbaine, c'est vraiment une négociation de fond qu'il faut avoir. Alors, en tout cas, donc, à Passy, on a ce patrimoine. La presse m'a demandé il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a un dossier qui vient de sortir aujourd'hui dans l'hebdomadaire local sur la reconversion des sanatoriums. Moi, je pense que c'est plutôt une opportunité de dire que c'est du passif, parce que ça nous oblige, nous, à nous dépasser en tant que collectivité, vous, les architectes,
en tant qu'artiste et en tant que vous allez traduire la vision à la fois des clients mais aussi de la collectivité. Ces bâtiments, comme je vous disais, dans les années 20-30, ça va bientôt faire 100 ans. Là, on parle des 100 prochaines années. Et je pense qu'on est vraiment avec un défi majeur également, qui est l'adaptation au changement climatique. Quand on voit des bâtiments comme celui-ci, censé nous à gauche, 14 000 m² de plancher, alimentation, chauffage au charbon à l'époque. On travaille sur la qualité de l'air, notamment dans la Valla, mais ça ne concerne pas tout. On connaît avec nos collègues de Montréal dans la même problématique, comme toutes les vallées de montagne. Fuel lourd après, un camion citerne par semaine pour alimenter l'hiver. Donc, en termes d'économie du projet également, c'est énorme en termes de réflexion. Donc, je sais qu'il y a l'architecte qui est pas loin dans la salle qui travaille sur la réhabilitation de Sens-Elmose. Et là, avec les équipes, c'est une discussion qu'on a eue, mais également avec les services de l'État, parce qu'on veut bien maintenir, faire évoluer le patrimoine, mais il faut aussi se projeter avec les technologies du XXIe siècle. Et là, on a besoin d'eux, moi c'est ce que je leur dis clairement, au niveau des services de l'État, on a besoin d'eux aussi pour nous accompagner, pour maintenir ce patrimoine, mais projeter dans le siècle qui arrive. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'est du lourd. Mais à vrai dire, à Passy, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qui se passe beaucoup plus bas dans la vallée. Il y a aussi des héritages sur lesquels vous avez un regard. Tous ces héritages devraient être considérés avec la même attention. Non pas qu'ils aient la même valeur, ça c'est certain, mais avec la même attention. Là encore, petite réflexion pour tous en fait. Ces bâtiments-là, eh bien, si on s'y attaque, zéro carbone. En gros, le carbone a déjà été mobilisé. L'énergie principale pour produire le béton a déjà été mobilisée. Donc, quand on parle de résilience des enjeux d'aujourd'hui, on a déjà quelque chose qui nous met normalement sur des bons rails. C'est quand même intéressant. Alors, oui, il y a des sujets de comment on les remet en énergie, comment on aborde leur fonctionnement, mais il n'empêche. Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup de l'aéromarin et de sa complication, le carbone, comment on fait. Là, le carbone, il est déjà en place. Les mètres carrés sont déjà là. Et à l'échelle des territoires, les bâtiments existants, c'est des bâtiments qui sont déjà acceptés. C'est des bâtiments qui ne posent pas de problème d'intégration. Ils sont là, ils s'imposent, ils peuvent être grands, petits, moyens. Certains les trouvent moches. Alors, des fois, il faut les aider à les regarder un peu différemment. Je trouve que c'est des lunettes différentes pour se dire, c'est peut-être pas si moche que ça. Admettre que nos héritages aient certaines qualités. On a fait ce travail, par exemple, au CIE, avec, pour ceux qui connaissent bien le territoire, la ville d'Almas. Almas, on a tellement dit qu'ils étaient moches longtemps, mais au fil, parfois, ils étaient tous moches, y compris les gens d'ailleurs. Ils étaient tous moches. Puis en fait, quand on a rentré un immeuble, puis un deuxième immeuble, puis un troisième, on explique pourquoi ces immeubles étaient intelligents. Au fil, par dire, ah, peut-être qu'on est moche, mais en plus, je suis intelligent. Puis à la force de dire qu'ils sont intelligents, on se dit, mais en fait, ils ne sont pas intelligents, ils sont durables. Donc ils sont beaux. Et je crois qu'il faut qu'on fasse ce travail. Enfin, on a besoin de faire ce travail. Et typiquement à Passy, c'est un peu facile presque avec des œuvres comme ça, parce que c'est quand même des beaux vaisseaux. Mais n'empêche qu'ils sont déjà intégrés. Et donc là, quand on cherche à faire des mètres carrés, aujourd'hui, le moindre coup de tractopelle comme dans un terrain, normalement, on a une révolution. Parce que les gens sont attentifs dans notre territoire, en tout cas en Savoie, c'est vrai. En Savoie, j'imagine que c'est vrai aussi. Et c'est vrai dans tous les endroits en France maintenant. Dès qu'on sort le tractopelle, en général, il y a une armée qui arrive pour braquer. Parce que les gens sont attentifs à la transformation. Là, le territoire est déjà transformé. On n'a plus qu'à se réinstaller et à se chausser à l'intérieur. Moi, ça m'amène peut-être à poser une dernière question à Philippe Le Brasseur, pour revenir justement sur cette question de la réhabilitation, et des enjeux et de la masse à affronter, et de voir comment vous abordez ça justement dans vos travaux au niveau de l'UNILAIS. La réponse est différente, bien sûr, selon les endroits où on se trouve. On ne peut pas avoir une réponse unique pour toutes les stations. Hein. Le maire Saint-Gervais parlait de la rénovation, réhabilitation de sa ville et ses immeubles débutés il y a quelques années. C'est tout à fait différent à Tignes, évidemment, et ça l'est encore dans des stations de moyenne montagne. Donc, selon l'endroit où on se trouve, il y a des réponses qui sont différentes. Lorsqu'on aborde la question de la rénovation, moi je suis architecte, je ne suis pas un spécialiste stricto sensu de la rénovation. Je m'interroge beaucoup plus sur la question de l'économie qui est liée à la rénovation. Parce que rénover un bâtiment, ça a un intérêt évidemment, hein, mais dans le cas de villes comme celle-ci ou d'autres, rénover pour rénover, ça n'a pas de sens si on ne pense pas à une économie. Donc l'économie qu'on crée doit
enfin, la rénovation doit être liée à un projet de développement économique, de rénovation économique pour une vie permanente dans la vallée. Il n'y a pas de possibilité de vie s'il n'y a pas d'économie permanente. Donc la clé d'entrée pour nous, c'est quand même qu'est-ce qu'on est capable de créer comme économie dans une vallée et comment on rénove tout ça. Ensuite, il y a des questions techniques qui sont à prendre en compte, mais ça c'est les architectes qui les traitent bien mieux que moi. Des questions de propriété foncière, hein, tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un parlait du caractère inaliénable de la propriété en France, et ça on ne décide pas à la place du propriétaire de ce qu'il va faire. Hein, donc la sensibilisation du propriétaire est un élément important, je peux en parler tout à l'heure, puisqu'on bosse dessus actuellement sur les outils qu'on est en train de déployer. Il y a des questions de surface également. Aujourd'hui, on hérite de bâtis qui ont été construits il y a quelques dizaines d'années, voire plus pour certains. Comment on traite les surfaces aujourd'hui pour rénover ces bâtiments. Ensuite, est-ce que nous avons tous les outils techniques également qui nous permettent d'intervenir dans ces hébergements. Il y a des enjeux de propriété, donc des enjeux de surface, des enjeux de situation, des enjeux d'altitude, selon qu'on est en vallée ou qu'on est ailleurs. Et puis, il y a des questions de propriété foncière, bien sûr, de prix de l'immobilier, de prix d'intervention. Donc, nous, ce que nous préconisons d'abord, enfin, le cœur de notre travail, c'est pas tellement la rénovation de l'immobilier, c'est plutôt la question de la transformation de la station dans une trajectoire future. Et ça nous semble le cœur du sujet, parce que si on n'arrive pas à définir une trajectoire à horizon 2040-2050, on pourra rénover, ça sera, je dirais, un épiphénomène. La rénovation, c'est un des éléments d'un travail global qui doit permettre de remettre les stations sur des itinéraires nouveaux. Ce qu'on essaie de recréer, c'est en fait un esprit pionnier. Il y a un esprit pionnier, on a aménagé la montagne. Alors on est d'accord ou pas d'accord, mais enfin, n'oublions pas non plus que ces vallées anciennes, reculées, paysannes, vivaient chichement. Dans les années 60, 70, 80, on a aménagé, ça amenait de la richesse, ça amenait de la prospérité. Aujourd'hui, on en hérite, on trouve que c'est peut-être moins beau que ce fut autrefois, mais tous ceux qui vivent dans ces vallées sont quand même des héritiers ou les bénéficiaires de ce qui a été produit avant. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe et penser qu'avant c'était moins bien et qu'aujourd'hui ça serait mieux. Donc recréer un esprit pionnier, c'est notre travail. On essaie de voir comment on peut recréer cet esprit pionnier en prenant en compte un certain nombre de facteurs futurs, et notamment la question de la rénovation, bien sûr, mais tous les entrants extérieurs qui vont modifier durablement la trajectoire des destinations. Changement climatique, raréfaction des ressources, réglementations diverses, crises diverses, etc. Et on les a vus ces dernières années, hein, avec le Covid, mais également avec la crise ukrainienne qui a modifié ou influencé fortement le prix des carburants. Alors peut-être que ça touche moins certaines stations de montagne parce que la clientèle a plus de moyens, mais sur d'autres stations, ça peut durablement jouer. Donc, quelles sont les trajectoires qu'on peut définir ensemble? Comment construit-on une trajectoire? Et c'est tout le travail que nous mettons en place dans ce laboratoire pour créer les outils qui permettront, avec les stations, d'identifier ces trajectoires et de les développer ensemble. D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'actuellement, on est en train d'éditer un cahier des charges. Donc on fait travailler des ingénieurs, des architectes, des économistes. On a une équipe dédiée pour ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça mobilise à terme des centaines de milliers d'euros. On travaille sur des solutions numériques très, très avancées et on souhaiterait identifier 2 sites pilotes avec lesquels travailler pour explorer ces différentes possibilités. Donc si vous avez des connaissances, opportunités, on est preneur pour discuter les conditions et moyens de coopérer ensemble. Très bien. Est-ce que peut-être il y a des questions dans la salle? C'est vraiment l'heure de prendre l'air parce que tout le monde a commisé. Monsieur le maire, quand vous lancez des rénovations de bâtiments qui ont presque 100 ans, on ne vous dit pas, mais la qualité des bétons, elle est telle qu'effectivement, vous ne pourrez rien faire?
Alors, je rappelle, hein, c'est pas propriété de la commune. Nous, les rénovations énergétiques qu'on a engagées, c'est sur des bâtiments communaux. On a d'autres problèmes avec les filières, l'approvisionnement, les délais. Je pense que toutes les collectivités sont soumises à ça. Non, alors, je me tourne vers l'architecte là-bas qui me regarde du coin de l'œil. Pour Sens-et-Mose, on était au début du béton armé, hein, normalement, monsieur Barthes. Oui, c'est ça, ouais. Sur Sens-et-Mose, on a d'énormes problèmes. Sur Sens-et-Mose, comme vous avez vu sur les photos, en fait, on a des bâtiments qui représentent plusieurs kilomètres, avec du coup des structures en béton qui sont armées et qui se délitent totalement, effectivement. Et c'est un vrai souci de rénovation qu'on a aujourd'hui, et c'est un vrai sujet économique aussi, qu'on est en train d'étudier. Et effectivement, c'est une question. Et ça rejoint un peu la problématique qu'on a avec les services de l'État. Parce qu'on est dans une négociation permanente entre porteurs de projets, il a une rentabilité économique, il ne faut pas se leurrer, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, surtout là, vu les montants qu'il va falloir investir. Parce que là, on est en plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis, la préservation du caractère patrimonial et historique, les évolutions potentielles, comme je le citais tout à l'heure, et puis, des fois, là, ce bâtiment-là, Sens-et-Mose, que l'on montrait, là, sur la diapo, il bascule dans le vide. Voilà. Donc, c'est une masse importante, ça veut dire qu'en termes de structure, en termes de soutènement, il y a des voilà, sud-gauche. Alors, on ne voit pas sur la photo, mais il bascule bien dans le vide, celui-ci. Il y en a un autre qui est juste à côté, qui est antérieur à celui-ci, qui est 1929, qui est de plus petite taille, et qui, lui, s'effondre parce qu'il a plusieurs problèmes de structure. Bon. On a vu les services de l'État, l'architecte bâtiment de France, quand on leur a dit, ouais, là, au niveau du porteur de projet, il privilégie, il y a une étude de structure qui dit que le bâtiment n'est pas viable. L'option, c'est de raser. Bon, là, elle n'était pas tout à fait de cet avis-là, Madame Fabre, même si elle est favorable à la discussion. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre entre le côté patrimonial, le confortement du bâtiment et puis la rentabilité économique de l'opérateur. Et là, c'est là où la collectivité doit intervenir, éventuellement les subventions, donc en termes sur locale. Et donc voilà, on est soumis à cette problématique-là par rapport à la date de ces bâtiments. Je pense qu'en disant aussi, en complément en tout cas, ça va nous forcer de plus intelligent encore. Mais c'est vrai que le béton armé est très spécifique, pose des vrais problèmes de réputation. Méfions-nous quand même du diagnostic un peu trop rapide. Oula, c'est vieux, ça ne tient pas, il faut shooter. Parce qu'on a ça aussi hein, comme raisonnement. Enfin, là, vous avez écouté deux cas où on prend le temps quand même d'avoir des analyses un peu spécifiques, une étude un peu attentive. Et puis, ma foi, il faut peut-être investir dans le diagnostic. Ce qui est particulier peut-être hein, dans le champ de nos professions, c'est qu'on est passé d'une profession de créateur, donc de concepteur, créateur, à une profession qui est en train de muter dans la médecine. Et qui plus est dans la médecine généraliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes en fait. On est des architectes qui vont devenir progressivement, mais les architectes, des ingénieurs, vont devoir apprendre aussi à devenir des médecins et donc à observer les malades. Qui à observer, puis à voir si on peut garder le malade en entier, s'il faut occulter. Mais on n'est pas encore chirurgien, mais en tout cas, vous voyez bien qu'on est en train de changer quand même de métier. En réalité, au travers de ça, la réputation va nous y obliger. Mais par contre, par rapport à l'obsolescence, n'oublions pas quand même que si on raisonnait qu'à l'obsolescence en se disant, on est quand même la première génération, si vous voulez, qui a pris pour habitude de raser les bâtiments au bout de leur premier usage. On a un tas d'édifices qu'on rase au bout de 40 ans parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est trop compliqué, on shoot. Si je prends des villes, alors, c'est plus de la montagne, c'est au bord des lacs, à Annecy, je pense qu'il faut raser la vieille ville. Il faut raser la vieille ville d'Annecy parce qu'elle doit être obsolète. Les bâtiments les plus anciens ont plus de 1000 ans. Donc je pense qu'il faut faire attention, c'est très obsolète, c'est dangereux, il faut raser. Donc sur le raisonnement, vous voyez qu'on ne peut pas tenir. Maintenant, effectivement, ça va coûter. Ça va engager des moyens, ça va engager de l'intelligence. On a besoin d'intelligence d'architectes qui se préoccupent sérieusement du sujet, on a besoin d'intelligence aussi d'une ingénierie qui réinvestit le sujet, qui ne peut plus une ingénierie de calcul, mais une ingénierie justement de compréhension qui prête une attention très spécifique au diagnostic. Mais ça rejoint le diagnostic de territoire que vous évoquiez tout à l'heure, qui est à faire aussi préalablement au projet de terrain. Une question. J'avais une question. Marc Léchet, conseiller municipal de Megève. J'avais une question pour M. l'adjoint de maire de Tignes.
Tout à l'heure, le maire de Saint-Gervais-la-Barthès a dit que les stations tout tourisme, en tout cas tout loisir, tout ski, étaient condamnées à terme. Vous nous dites justement que vous avez encore 2100 habitants. On sent plutôt que la rénovation est faite pour encore des résidences secondaires ou de l'immobilier locatif, et pas vraiment pour les habitants. Alors, ma question c'est, est-ce que vous avez aussi l'ambition de faire revenir des habitants à Tille et de retrouver des permanents qui vont petit à petit renforcer justement cette dimension-là? Oui, alors effectivement, comme le disait Caroline tout à l'heure dans la modif de PLU, on impose effectivement un certain nombre de servitudes de mixité sociale. Depuis qu'on est arrivé, donc depuis 2 ans, on a négocié sur des projets qui étaient établis, quasiment sortis, le fait d'introduire du logement permanent. Donc il n'y a pas longtemps, il y a un permis de construire qui est sorti, dans lequel effectivement, dans une résidence de tourisme, il y a 11 logements qui vont être en démembrement social, quelque chose comme ça, je ne sais plus ce que c'est le terme, Caroline le connaît peut-être. Et tout simplement, ces 11 logements, ils vont être confiés à un bailleur social qui en aura l'usufruit pendant 17 ans. Voilà. Ça, c'est le résultat de la négociation. Donc on se préoccupe de ça en permanence, et puis on relance les programmes d'accession à la propriété sur les quelques mètres carrés qui restent à la commune. Donc on en a présenté un la semaine dernière, de 31 logements. On a aujourd'hui 196 demandes de logement sur Tignes, donc il y a une forte pression de ce côté-là pour que les gens restent en général, dès qu'ils ont 1 ou 2 enfants, ils vont ailleurs. Aujourd'hui, pour Saint-Maurice, oui, et puis à Sainte-Foy, notre maire de Sainte-Foy construit pas mal de tignards, comme il dit. Donc oui, mais il faut qu'on les garde, ces habitants-là. Et puis quand on regarde le SCOT, il y avait un pourcentage d'évolution de la population et tout. On n'y est pas. Hein. On se fait des illusions là-dessus, complètement. Hein. C'est clair que tous les engagements qui avaient pu être pris au préalable, personne ne les tient. Donc il faut rebooster ça, et rebooster, c'est mettre des contraintes sur la partie vie touristique, on n'a pas le choix. C'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Alors on va se faire taxer tout ce qu'on veut, hein, c'est pas grave. Moi je dirais, j'ai déjà dit non, je suis pas un promoteur en l'espace de 2 ans, disant vous arrivez trop. Et le logement en permanence, c'est notre préoccupation. Il faut l'accélérer d'ici 2025, si on veut faire sortir des choses sur notre monde. Voilà. Si, juste pour compléter, c'est vrai que quand on parle de logement en permanence, c'est le précaire, c'est le logement social. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, Mars était un gros mot au Pays du Mont-Blanc, quand on parlait de logement social, que n'avait-on pas dit là? Sauf que maintenant, tout le monde s'est rendu compte que ça touchait toutes les familles, du haut, du bas, les cousins, les problématiques d'héritage pour les territoires sous forte tension. Et résultat, les habitants qui ne peuvent pas rester à Tignes ou à Sainte-Foy, ils descendent dans la vallée. Donc ça peut être le Fayel, la partie de Saint-Gervais au Fayel, mais c'est surtout Passy, surtout Salanches. Donc c'est pas une problématique en soi, mais il faut en être conscient. Donc aujourd'hui, la seule manière qu'on a dans nos PLU, dans le PLH, dans le plan local de l'habitat, c'est d'imposer du logement social. On vient de signer le nôtre pour le Pays du Mont-Blanc 2022-2028. On a 587 logements sociaux à sortir dans les 6 ans, en sachant que sur le Pays du Mont-Blanc, sur les 45 000 habitants, donc le Pays du Mont-Blanc, ça ne concerne pas la vallée de Chamonix, et donc la vallée, donc le Pays du Mont-Blanc, Passy, Salanches, Saint-Gervais, Mougève et Contamine, donc la partie d'Almonjoie et de l'autre côté, on a 10% de logements sociaux. La vallée de Chamonix sont à 15%. Parce que depuis plusieurs mandats, à Chamonix, il y a un effort volontariste de faire du logement social pour loger les permanents. Résultat, en termes de démographie, ils perdent un peu d'habitants, mais beaucoup moins que ça n'a été le cas à Megève. Voilà. Et je sais que la maire de Megève aujourd'hui est très préoccupée par cette problématique-là. Il y a des programmes de lancer et il y a des nouveaux outils en accession à la propriété, qui est le bail réel solidaire. Voilà, on est tous là-dessus aujourd'hui. Les services de l'État poussent fortement pour que ça se fasse. Contrairement aux anciens systèmes d'accession à la propriété, il n'y aura pas de revente et de plus-value monumentale dans des stations comme Tignes, Val d'Isère, Chamonix. C'est sûr qu'il y a eu des loupés et l'argent public a été investi et ça a profité à des agents privés, entre guillemets. Mais voilà, mais c'est bien que maintenant, aujourd'hui, on en soit tous conscients pour y arriver, pour stabiliser nos populations permanentes. Alors, c'est pas pour faire le beau, parce qu'on a besoin de ces gens-là pour travailler chez nous, dans les collectivités,
Donc nous, on a un parc de 50 logements sur la commune. Il y a des entreprises privées, je pense aux transporteurs qui travaillent sur Saint-Gervais. Bobigny, il a acheté 30 apparts pour loger ses équipes. Donc c'est une vraie problématique. Donc résultat, ça fait plus d'une dizaine d'années que la population est relativement stable au Pays du Mont-Blanc. Il y a une forte baisse sur le Haut-de-Vallée, Megève, demi-quartier notamment, un peu d'augmentation sur le bas, donc on a un phénomène de transfert, c'est pareil pour Bourg-Saint-Maurice, hein. C'est exactement la même problématique. Et si nous on veut, dans les territoires de montagne, stabiliser nos populations, on n'a pas 36 solutions, c'est le logement social en locatif, une trajectoire pour passer à l'étape d'après, une fois qu'on est marié, on a des enfants, en accession, et après le parc privé. Désolé. En tout cas, voilà, merci à tous les quatre pour vos interventions. Merci à tous d'avoir survécu jusque-là. On promet une bulle d'air là tout de suite. Une bulle d'air de 5 bonnes minutes et à 17h05 on rappelle le troisième atelier.